Bienvenue à tous dans votre journal de l'Île-de-France. Tout de suite, le sommaire. Roissy veut devenir le premier aéroport d'Europe. Une nouvelle salle d'embarquement d'une capacité de près de 8 millions de passagers va ouvrir en juillet. Nouveauté, 3000 m² de boutiques et de restaurants, un espace tourné vers le luxe. Fin de la période hivernale, les centres d'hébergement de nuit sont fermés. Depuis ce week-end, nous ferons le bilan en Seine-et-Marne de cet hiver et de ce qui changera pour le printemps pour les SDF. Comment lutter contre l'homophobie au travail? En parlant, le défenseur des droits a mis à l'honneur une action menée contre l'homophobie dans une entreprise. Une voiture qui se conduit toute seule, vous en rêviez? Eh bien, des ingénieurs travaillent sur cet ambitieux projet développé dans les Yvelines. La bière de l'Essonne est née, un breuvage de caractère. Le producteur veut faire le pari de valoriser le côté amer de sa bière. Nouveau décollage pour Air France à Roissy avec l'ouverture cet été d'une nouvelle salle d'embarquement d'une capacité de près de 8 millions de passagers. La compagnie française renforce sa plateforme de correspondance face à la concurrence. Pour le voyageur, c'est la promesse d'un plus grand confort avec notamment des restaurants et 26 boutiques. Le reportage de Nani Rogba de VOTV. C'est la nouvelle salle d'embarquement du terminal 2E, dédiée aux vols long courrier et aux avions gros porteurs. Elle ouvrira pour les vacances d'été et aura une capacité d'accueil de près de 8 millions de passagers. Pour un aéroport comme Roissy, où un passager sur deux est en correspondance, le S4 est stratégique pour Air France. Construit par Aéroports de Paris, il vient renforcer le hub de la compagnie nationale, concurrencée par les autres plateformes de correspondance. Avec ces nouvelles installations que nous avons construites, nous pensons améliorer les opérations de hub d'Air France KLM. Donc ça, c'est le business. Le deuxième objectif, c'est d'être attractif. C'est exactement ce que vous demandez. Donc Aéroports de Paris, quand il construit ces installations, il veut être attractif parce qu'on est en compétition avec les grands hubs européens. Et le troisième objectif que nous poursuivons, évidemment, c'est d'améliorer la qualité de service, c'est d'offrir les meilleurs standards à nos passagers internationaux pour qu'ils voient le meilleur de Paris. Cette nouvelle salle d'embarquement proposera un grand salon d'affaires et un espace de loisirs de 6000 m² avec bar-restaurant et 26 boutiques. Pour Air France, qui génère la moitié du trafic de Roissy et vise les 60%, le S4 doit permettre d'accueillir davantage de passagers et dans de meilleures conditions. C'est conforter notre position et relancer la reconquête pour Air France de sa position de leader mondial, que l'on vise en 2016, ce que nous étions il y a 3 ans. C'est un point névralgique et stratégique pour Air France, la plateforme de Charles de Gaulle, parce que c'est notre hub. Donc le succès de Charles de Gaulle et le succès d'Air France sont complètement liés. Le S4 va permettre à Air France de concentrer son activité à l'est de l'aéroport, dans les terminaux 2E, 2F et 2G. À terme, le hub de Roissy pourra accueillir près de 42 millions de passagers par an, contre 34 millions en 2010. Fin de la période hivernale, les centres d'hébergement de nuit sont fermés depuis ce week-end. Petit bilan en Seine-et-Marne, où cet hiver, nous allons faire le point de ce qui a changé et de ce qui changera également au printemps pour les SDF. Reportage à la Croix-Rouge avec Cécile Claveau et Véronique Pagnon de Canal Coquelicot 77. Le retour des beaux jours ne marque pas seulement l'arrivée du printemps, il sonne aussi la fin du plan hivernal qui s'étend du 1er novembre au 31 mars. Durant cette période, des places supplémentaires d'hébergement sont débloquées pour les sans-abri. Pour la Seine-et-Marne cette année, 144 places et 400 nuits d'hôtel quotidiennes au minimum. Durant la période de grand froid en février, des moyens exceptionnels ont été ajoutés, comme par exemple à Chelles, avec comme objectif de ne laisser personne dormir dehors. On a réquisitionné le gymnase de Chelles et on a installé des lits, des lits de camp. On a accueilli à peu près plus de 25 personnes par jour. Depuis samedi, les accueils de nuit du département sont fermés. Le nombre de places d'hébergement d'urgence est réduit. Une situation difficile à accepter pour beaucoup d'associations qui s'occupent des plus démunis. Les pouvoirs publics, comme beaucoup d'ailleurs du public lui-même, se préoccupent des gens à la rue au moment des périodes de très grand froid ou de grand froid. Or, vivre dans la rue, même quand il fait chaud, ça n'est pas une position normale. Et c'est quelque chose que l'on pourrait ou que l'on devrait essayer d'éviter.
Pour continuer justement à soutenir les personnes en grande précarité, les accueils de jour restent ouverts et le SAMU social continue ses tournées tout au long de l'année. Des tournées qui ont été plutôt efficaces cet hiver, puisqu'aucune personne sans domicile fixe n'est décédée dans le département. Comment lutter contre l'homophobie au travail? En parlant, Dominique Baudis, le défenseur des droits, a remis mercredi dernier à Montreuil le Grand Prix de la diversité 2012 à Armelle Carminati. C'est la première femme à recevoir ce prix qui récompense une action menée contre l'homophobie dans une entreprise. Plus d'infos avec Cédric Dandeville de TVM Est Parisien. Le lieu est évidemment symbolique, c'est dans la salle des mariages de la mairie de Montreuil le 28 mars que la Fédération nationale de l'Autre Cercle a décerné son Grand Prix de la diversité 2012. L'Autre Cercle regroupe des associations d'homosexuels luttant contre les discriminations dans le milieu du travail. Selon cette fédération, 26% des personnes concernées se disent victimes de comportements homophobes au sein de leur entreprise. Et pour remettre son 3e Grand Prix, l'Autre Cercle a accepté l'invitation de la ville de Montreuil. Il y a 2 ans, on avait fait le prix à la mutualité qui était un moment un peu symbolique. L'année dernière, on l'a fait au MEDEF, autre lieu symbolique. Cette année, le faire à la mairie de Montreuil, c'est une collectivité qui s'est beaucoup battue, qui le dit, qui l'affirme fortement. Donc c'est pas par hasard, c'est parce qu'on sait effectivement que la mairie joue sur le jeu, s'implique. Et puis pour changer un peu de territoire, on était à MEDEF dans le 7e, là on est à Montreuil. Dominique Baudis, défenseur des droits, chargé des missions de l'ancienne ALDE, a remis ce Grand Prix de la diversité 2012. Cette année, l'Autre Cercle a récompensé Armelle Carminati pour avoir mis au cœur de son entreprise le sujet de l'orientation sexuelle. Alain Calès a participé à cette cérémonie. L'élu montreuillois fait le point sur les actions menées par la ville pour lutter contre l'homophobie. Alors très concrètement, c'est un film qui sera suivi d'un débat au Méliès dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie. C'est organiser des groupes de parole dans la ville autour de parentalité et homophobie. C'est faire le pari foot gay. Et ça c'est très important avec des équipes de plusieurs villes et les équipes seront mixtes avec des homosexuels, des non-homosexuels à l'intérieur de chaque équipe. On a comme projet de former les animateurs sportifs et puisqu'il est question du sport et des jeunes, c'est par exemple aussi d'avoir des affiches avec des sportifs de renom qui s'engagent contre l'homophobie et qu'on mettra dans les stades à Montreuil. Alain Calès a profité de cette remise de prix pour faire une annonce. Un lieu public à Montreuil devrait bientôt porter le nom de Jean Le Bitou, journaliste et historien mort en 2010. Il a notamment milité pour la reconnaissance de la déportation d'homosexuels par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale. En bref, Enghien-les-Bains confirme son statut de ville attractive. La commune vient d'être classée station de tourisme par décret daté du 22 mars. Une annonce parue au journal officiel le 24 mars dernier. La ville thermale fait donc son entrée dans ce cercle restreint aux côtés de Mirepoix dans l'Ariège et de Nice sur la Côte d'Azur. Cette labellisation consacre les collectivités qui mettent en œuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique. On reste dans le Val d'Oise avec la ville d'Argenteuil. Après 2 semaines de blocage, les parents d'élèves de l'école Romain Rolland viennent d'obtenir ce qu'ils réclamaient, à savoir le maintien d'une classe à la rentrée prochaine. Symboliquement, ils ont tout de même empêché cette semaine l'accès à l'établissement. Christophe Aubry et Manon Beauvillain de VOTV y étaient. Aujourd'hui, les enfants resteront dans la cour de récréation. Ce sont les parents qui l'ont décidé. Pendant toute la journée, ils vont bloquer l'école Romain Rolland. La situation dure déjà depuis 2 semaines. Ils protestent contre une fermeture de classe à la rentrée. Dans cet établissement, classé en zone d'éducation prioritaire, ces élèves de primaire pourraient se retrouver en sureffectif à plus de 25 par classe. Un ras-le-bol général de tous les parents de l'école Romain Rolland parce que c'est un groupe scolaire qui est menacé de fermeture tous les ans. Tous les ans, on se mobilise et on se bat contre des fermetures de classe. Tous les ans, il n'y a pas une année où on ne s'est pas mobilisé. Finalement, après 2 semaines de mobilisation, la bonne nouvelle a fini par arriver. L'inspection académique a revu sa copie et résultat, aucune suppression de classe n'aura lieu à la rentrée. Mais sur la question des moyens, les parents restent vigilants. On nous l'a dit d'ailleurs, vous êtes encore sous surveillance, peut-être que l'année prochaine on va continuer encore à supprimer des classes. Et en plus, on baisse les exigences, on est niveau d'exigence dans ces classes-là, dans ces écoles-là,
On est de plus en plus en train de demander aux élèves d'être moins performants. On se pose vraiment la question de savoir ce que veut faire le gouvernement de l'enseignement, de l'éducation dans les banlieues. Dans le département, une cinquantaine d'écoles primaires et maternelles seraient menacées par des fermetures de classes dès la rentrée prochaine. Une voiture qui se conduit toute seule. Vous en rêviez ? Eh bien, des ingénieurs travaillent sur cet ambitieux projet développé par l'Institut VDCOM dans les Yvelines. Le nom de cette drôle d'automobile, c'est Casper. Présentation de Casper avec TVFIF 78. Inventer le véhicule du futur, c'est l'objectif de l'Institut VDCOM qui s'installera prochainement sur le plateau de Saclay. Porté par la fondation Moveotech, il rassemble de grands noms de la recherche et de l'automobile comme l'Université Versailles-Saint-Quentin, l'INRIA, Continental Automotive, Peugeot ou encore Renault. La semaine dernière, 2 véhicules intelligents étaient présentés pour la première fois à Versailles-Satori. On commence avec ce break Peugeot, équipé pour assister le conducteur dans toutes les situations de danger. On travaille sur un système qui est capable de rouler sur autoroute et donc qui intègre tout le code de la route. Donc qui va à la fois s'adapter aux limitations de vitesse, aux virages, aux obstacles devant, les obstacles qui sont à la gauche donc pour éviter le dépassement à droite, qui va sélectionner la bonne voie donc pour dépasser les véhicules pour se rendre à la droite après le dépassement. Que les fanas du volant se rassurent, il ne s'agit pas d'un système tout automatique mais bien d'une aide à la conduite. Le conducteur peut reprendre le contrôle du véhicule à n'importe quel moment. Côté technique, une caméra située en haut du pare-brise et un radar placé sur le pare-choc détectent les marquages au sol et les obstacles. À présent, regardez ce véhicule, qu'a-t-il de spécial à part son aspect extérieur façon Ghostbuster ? Tenue de route normale, il évite les obstacles, a priori rien de très impressionnant et pourtant regardez à l'intérieur. Et oui, vous ne rêvez pas, cette voiture est bien en train de rouler toute seule. Et c'est ce robot baptisé Casper qui la pilote. Pour les paresseux qui rêvent d'un chauffeur de maître version high-tech, ne rêvez pas trop. Pour le moment, Casper n'est pas autonome, il obéit à des scénarios bien précis. Dans un premier temps, ce type de matériel sera destiné à tester et certifier les performances des aides à la conduite, un peu comme un mannequin de crash test. Zoom maintenant sur un concours qui permet aux enfants d'appréhender la conduite automobile grâce à des voitures électriques et de découvrir bien sûr les panneaux de signalisation et les règles de sécurité. Regardez, c'est un sujet signé Claire Colombel de Téléson. À bord de ce véhicule, Benoît découvre les plaisirs et surtout les difficultés d'être conducteur. Pendant une quinzaine de minutes, il circule dans cet espace aménagé avec 3 de ses copains. Attention, sur le circuit, il faut respecter les panneaux et ne pas rentrer dans les autres. C'était un peu difficile parce que le volant, il est dur à tourner. Et l'accélérateur, j'appuie un tout petit peu, ça va déjà assez vite. Le circuit, c'était plutôt les stops. J'arrivais pas à freiner, le frein était dur. Tourner dans les virages et plutôt les gens, quand ils nous foncent dedans, c'est très dur en fait le parcours. C'est bien, mais les parents, ça doit être dur le matin parce qu'il y a beaucoup plus de voitures, ils vont beaucoup plus vite, donc c'est plus dur. À l'occasion de ces premiers critériums du jeune conducteur organisé à Limours, une policière de la ville est venue apprendre aux enfants la signification des panneaux routiers. Sabine a l'habitude car elle vient régulièrement dans les écoles pour faire passer le permis piéton et vélo. À force de sensibiliser les jeunes aux risques de la route, elle voit des résultats positifs. Je ne peux pas dire qu'il y a moins d'accidents parce que sur Limours, il n'y a pas une accidentologie piéton importante, mais je me rends compte du comportement des enfants qui arrivent même à corriger leurs parents, oui. D'autres actions de ce type devraient être mises en place dans la ville. C'est surtout une demande des Limouriens parce qu'à l'occasion des réunions de quartier que l'on organise, le sujet numéro 1, c'est la sécurité routière. À chaque atelier, conduite, permis et prévention routière, les enfants sont notés. Les premiers de chaque classe remporteront une place pour les 24 heures du Mans. Retour maintenant sur la journée de l'autisme en Seine-et-Marne. Le Conseil général en charge de certaines structures de santé finance également des lieux de prise en charge des autistes. Des lieux qui ne sont pas assez nombreux pour les représentants des associations de malades. L'accueil des adultes est par exemple nettement insuffisant. Regardez ce sujet signé Canal Coquelicot 77. Comment améliorer l'accompagnement des personnes autistes ? Ce lundi matin, à l'occasion de la Journée internationale de l'autisme, le Conseil général présentait les différentes actions mises en place dans le département.
Le dépistage est l'une des priorités. Les professionnels des 14 PMI que compte la Seine-et-Marne ont tous été formés pour détecter les signes avant-coureurs de l'autisme. Si la prise en charge déjà difficile des enfants autistes s'améliore, une fois l'âge adulte atteint, les choses se compliquent encore plus. Globalement, l'accompagnement à l'âge adulte est beaucoup plus restreint, c'est-à-dire on a l'impression que lorsqu'ils deviennent grands, ils n'ont plus besoin d'être autant suivis et accompagnés, ce qui n'est absolument pas vrai. Donc il y a ce problème-là, mais il y a surtout le manque de structure pour les accueillir. Résultat, beaucoup de jeunes adultes autistes se retrouvent chez leurs parents sans accompagnement spécialisé. Le foyer Sésame de Chelles, inauguré en 2010, fait partie des 2 seules structures du département conçues pour accueillir des autistes adultes. Aujourd'hui, l'établissement réclame de nouveaux postes de personnel éducatif pour mieux encadrer ses 22 résidents. Une difficulté supplémentaire pour ce centre dont la création a été laborieuse. La première tentative pour présenter ce projet, c'était 2001 et il a ouvert en 2010. Vous voyez un petit peu l'aboutissement du projet, c'est plusieurs années. Donc il y a un financement et du Conseil général et de l'ARS, donc c'est sûr que ce sont souvent des associations qui montent ces projets et c'est vrai qu'il y a eu une attente. Là, c'est un accueil de jour et un hébergement pour des jeunes adultes. L'attente est plus que conséquente. 115 personnes handicapées, dont la moitié atteintes d'autisme, ont été placées en Belgique, faute de place disponible en Seine-et-Marne. Ils ont pu voler dans les airs. 25 enfants du Secours populaire et de l'Institut national des jeunes sourds ont eu le droit à un baptême de l'air depuis l'aérodrome de Toussus-le-Noble. Reportage de TV Fil 78. Tu te mets ton casque, le micro bien devant la bouche. Tu laisses le pilote parler. Okay. S'il y a quelque chose qui ne va pas, par contre, tu le dis. Ok ? Ok. Bon. Monter dans les airs pour transcender le temps d'un vol, un quotidien parfois difficile. Cette vingtaine d'enfants, venus pour certains avec le Secours populaire, pour d'autres avec l'Institut national des jeunes sourds, ont pu goûter aux joies d'un baptême de l'air grâce à une poignée de pilotes passionnés. Les enfants ont quelque chose de magique qu'on lit dans leurs yeux, dans leur waouh, dans leurs expressions, dans leurs regards. Et c'est indescriptible. Alors tu fais attention, tu marches bien sur le noir, on va t'aider à descendre. Voilà, c'est bien, c'est bien. J'ai vu le château de Versailles et son lac et j'ai vu le zoo de Thoiry aussi. Franchement c'est super, je suis contente d'avoir fait ça. Construction d'avions miniatures et pilotage d'hélicoptères radiocommandés étaient aussi au programme, sous l'œil bienveillant du parrain de cette opération. Un baptême de l'air, moi je l'ai fait la semaine dernière. Un membre de l'association avec qui je suis venu et qui m'a amené aujourd'hui m'a fait découvrir ce que les enfants allaient vivre aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire. T'es contente ? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti toi là-haut ? Quand on descendait, j'ai eu un peu peur. Je pensais que j'allais voir un grand parc ou je sais pas, un grand parc ou une piscine ou une plage. Tant qu'on a des enfants à faire voler, on continuera. Ce week-end a ouvert la première et unique brasserie de l'Essonne. La famille Hoc, père et fils, ont décidé de lancer une bière de caractère en valorisant le côté amer et de la commercialiser. Ils ont également décidé de partager leur savoir-faire à travers des cours et la possibilité de créer sa propre bière. Regardez ce reportage signé Audrey Coll et Saroya, là aussi, de Téléson. Sur la route de Marcoussis, au milieu des champs, Ox, père et fils ont installé leur brasserie, une salle accueillante où tout le monde pourra bientôt venir créer sa propre bière. François Ox, ancien ingénieur agroalimentaire, jeune retraité de 60 ans, veut faire partager sa passion et l'art de la fabrication. La bière, c'est d'abord de l'orge, germée puis grillée, qui devient du malt. Plus le malt est foncé, plus la bière sera brune. On prend toujours une proportion importante de malt de base, puis après des maltes plus ou moins foncé, mais si c'est une bière blonde, on prendra pratiquement que du malt de base, que l'on va mettre dans un moulin. On va faire une farine grossière, faire de l'empâtage et ensuite brasser. Brasser, c'est avec un fourquet manuellement ou avec des pales quand c'est une plus grosse quantité. Liquéfier, obtenir un jus sucré, le passer à ébullition pour le stériliser, rajouter du houblon qui va donner l'amertume. Le temps fera le reste. François et son fils Jean-Baptiste ont également lancé la Ox Beer, une bière qui se veut différente. Les grands industriels font de la bière
passe-partout avec un degré d'amertume qui est de l'ordre de 10-15 degrés d'amertume. Moi, j'ai choisi de faire des bières de caractère et je mets 30 à 50 à 40 degrés d'amertume. François Ox a beaucoup investi, aidé par le Triangle Vert qui promeut les projets d'agriculture. La brasserie propose encore 2 week-ends portes ouvertes, le 7 et le 14 avril. C'est une manière originale de découvrir le territoire de leur nouvelle communauté d'agglomération. Des habitants de 9 villes d'Est Ensemble ont chaussé leur roller pour découvrir la commune, les communes. Regardez un sujet de Sarella Torres de TVM Est parisien. Tout s'est passé comme sur des roulettes. Le premier événement organisé par Est Ensemble a rassemblé petits et grands. Selon les organisateurs, entre 200 et 300 habitants des 9 villes de la communauté d'agglomération se sont retrouvés samedi 31 mars. À vélo ou à roller, ils ont parcouru quelques 5 km. On a trouvé très rapidement qu'autour du sport, c'était à la fois un bel effort et à la fois la manière la plus festive et la plus englobante et rassembleuse pour faire découvrir Est Ensemble et les locaux d'Est Ensemble et que ça devienne concret pour nos habitants. Une heure plus tôt, c'est devant leurs mairies respectives que les habitants ont fait leurs derniers préparatifs, casque, dossard. Encadrement, rien n'est laissé au hasard. 15 h, tout le monde est fin prêt pour cette randonnée urbaine. Bonne rando. Merci. Montreuillois, Lillasiens, Romainvillois, Bagnoletais se rejoignent. La place Carnot de Romainville est alors prise d'assaut, ce qui n'est pas sans provoquer quelques embouteillages. Malgré un soleil absent, tous ont participé avec plaisir à cet événement sportif. C'était assez sympa en fait. Le temps, dommage qu'il n'y avait pas le soleil, mais ça c'est quand même... On n'a pas eu de pluie, donc c'est le principal. Ça s'est très bien passé, très bonne ambiance, voilà. C'est bien fait, je trouve que ça fait plaisir. Il y a beaucoup de monde. Mouna Vipré, élu au sport d'Est Ensemble, a promis de renouveler l'aventure l'an prochain. Allez, maintenant on découvre des passionnés de modélisme ferroviaire. Ils se sont réunis à Pontoise dans le Val d'Oise. Le parc des expos accueillait l'événement Ferrovi Art à l'occasion des Journées nationales des métiers de l'artisanat. Regardez ce reportage de passionnés d'Angélique Boilet de VOTV. Aux commandes de sa gare miniature de Meaux, Pascal est aux anges. Ce passionné est tombé dans le modélisme ferroviaire il y a 1 an. Pour Pascal, ce genre d'événement permet de montrer aux amateurs que le modélisme ne consiste pas seulement à faire marcher des trains. Il y a toute une partie technique maintenant, surtout avec l'arrivée du digital. Donc beaucoup d'électronique, beaucoup d'informatique. Il reste quand même le côté décor, le côté pose des voies, le côté disons perfectionnement du matériel moteur, mais aussi des wagons ou des locaux qu'on va patiner, qu'on va vieillir pour qu'elles ressemblent le plus possible aux vraies machines. Ces passionnés de train s'attachent donc à pousser le réalisme de leur réseau au maximum, à l'image de cette maquette de la gare du Nord réalisée par l'association valdoisienne Les Amis du Rail. Un souci du détail qui transporte les visiteurs. Certains sont presque des œuvres d'art, je pense, à ce que je viens de voir là. C'est presque comme si j'allais parfois, j'ai l'impression de voir des pièces de musée. Ce sont les couleurs qui m'ont tout de suite attiré et la forme. La forme du réseau, l'équilibre des maisons, le choix des couleurs, tout ça, ça m'a impressionné. La maquette dont parle Jacques a été confectionnée par Didier. 1 an, c'est le temps qu'il lui a fallu pour l'achever. Cette gare est un mélange du passé et de son imagination. Son réseau, Didier l'a réalisé avec des matériaux bon marché. Donc tout est construit
les maisons, les murs, c'est du carton de calendrier sur lesquels j'ai collé du dépron. Le dépron, c'est l'isolant qu'on met derrière le papier peint. Et c'est gravé avec un stylo bille. Alors ensuite un peu de peinture et voilà le résultat. C'est d'ailleurs ce genre d'informations que certains viennent chercher ici pour réaliser leur propre projet. J'envisage, quand je serai vraiment à la retraite, c'est de construire en miniature le viaduc de Garabit. C'est un viaduc qui fera, une fois à l'échelle HO, fera 6,20 m de long à peu près sur 2 m de haut. Donc un truc énorme à faire. Près de 1800 personnes sont venues faire une halte sur le salon. D'une gare à l'autre, ils ont pu admirer la vingtaine de réseaux exposés. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Roissy veut devenir le premier aéroport d'Europe. Une nouvelle salle d'embarquement d'une capacité de près de 8 millions de passagers va ouvrir en juillet. Nouveauté, 3000 m² de restaurants et boutiques. Un espace tourné vers le luxe. Merci de votre fidélité à suivre les programmes de Télif, la télévision de l'Île-de-France.